Montesquieu, lettre persane, lettre 39. La gloire n'est jamais compagne de la servitude. Le fait est que la pièce est remplie d'aphorismes qui, en dépit de leur allure toute générale, peuvent passer pour la condamnation de la politique de Richelieu dans le Cid, tel que les contemporains la voyaient. Que Corneille l'ait voulu consciemment, ce n'est pas probable. Il traduisait les sentiments répandus autour de lui, une opinion publique qui était spontanément contraire au despotisme même quand elle ne pensait pas à le combattre. Le Cid, avec ses formules intransigeantes sur les duels, l'honneur et la réparation par les armes, avec ses deux combats singuliers aussi glorieux l'un que l'autre pour le héros, avec son atmosphère de fierté et de discipline, n'avait rien en tout cas qui pût servir dans le public les vues de Richelieu. Dans la voix de Don Gormas et même dans celle de Rodrigue et de Don Diègue, le public pouvait reconnaître, comme dit Sainte-Beuve, l'écho de cette altière et féodale arrogance que Richelieu achevait à peine d'abattre et de niveler. L'interdiction de duel dans la lutte de la monarchie contre les grands était quelque chose d'aussi important en fait qu'une grande réforme administrative. C'était un critère d'autorité. Il s'agissait d'ôter aux seigneurs avec le duel le dernier symbole de cette autonomie dont ils avaient jadis possédé la réalité. Il s'agissait de leur apprendre que désormais le bras du roi était seul armé et pouvait seul trancher leurs querelles. Il faut se replacer dans cette atmosphère, imaginer aussi à quel brouhaha de protestation les vers de Corneille faisaient écho, avant d'affirmer absolument que Richelieu était insensible à ce qu'il pouvait y avoir dans la pièce de mauvais esprits latents. Ainsi, quand Chimène, après la mort de son père, vient se plaindre au roi, implorant en lui, selon une doctrine chère à la monarchie, l'universel justicier, quand elle déclare « Au sang de ses sujets, un roi doit la justice », Don Diègue répond à la face même du roi. Pour la juste vengeance, il n'est point de supplice. Le Cid. La loi de l'honneur féodal était si placée au-dessus de l'autorité royale, d'ailleurs fort mal défendue par le roi lui-même, souverain débonnaire et toujours conciliant. Corneille, en tout cela, savait un peu ce qu'il faisait et n'ignorait pas qu'il reproduisait un état de choses archaïque. Je me suis cru bien fondé, écrit-il à propos de ce même Don Fernand, premier roi de Castille, dans son examen du Cid, à le faire agir plus mollement qu'on ne le ferait en ce temps-ci où l'autorité royale est plus absolue. D'ailleurs, toute l'atmosphère de la pièce donne à penser qu'une nostalgie confuse du passé a guidé ici le souci de l'historien. 15 ans presque après le Cid, dans Don Sanche d'Aragon, une reine de Castille, imaginaire celle-là et par conséquent d'une époque indécise, voulant elle aussi empêcher un duel, se laissait encore dire par sa dame d'honneur. C'est un pénible ouvrage d'arrêter un combat qu'autorise l'usage. On ne s'en dédie point sans quelque ignominie, et l'honneur des grands cœurs est plus cher que la vie. Devant cet argument, la reine ne trouva rien d'autre à faire qu'à s'incliner. Je sais ce que tu dis, et n'irai pas de front à faire un commandement qu'il prendrait pour affront. Lorsque le déshonneur souille l'obéissance, les rois peuvent douter de leur toute puissance. Don Sanche. La Castille n'a pas changé depuis son premier roi, ni Corneille depuis le Cid. C'est par la générosité, nous l'avons vu, que devraient s'équilibrer les relations entre vassal et suzerain, entre gentilhomme et roi. Une sorte de pacte s'établit entre le supérieur et l'inférieur, autour duquel gravitent les vertus et les vices, les unes pour en assurer le respect, les autres pour le détruire. Les vertus qui constituent la générosité varient suivant les situations et les cas. D'une part, loyauté dans l'obéissance, dépouillement de l'envie, mais aussi, chez le plus fort, dépouillement de la tyrannie et sincérité dans la protection. D'autre part, assurance et autorité dans le commandement, mais aussi chez le plus faible, refus de se plier au commandement injuste. Corneille a une prédilection dans cette double série de vertus pour les deux termes les plus favorables au vassal. Il a choisi, comme par hasard, entre toutes les attitudes généreuses, celle de la résistance héroïque à l'oppression et de la résistance non moins héroïque à la tentation d'opprimer. Stoïque ou clément, tel est surtout, nous l'avons vu, le héros cornélien. Stoïque comme Cinna, comme Nicomède, comme Suréna, comme tant d'autres, clément comme Auguste, comme César, comme Agésilas, comme Nicomède lui-même après sa victoire. Du champ varié de la grandeur d'âme, Corneille a retenu surtout ce qui pouvait condamner l'abus du pouvoir. Ainsi on cherchera en vain dans son théâtre le type du chevalier félon. C'était bien là
une situation édifiante si l'on prend le système par le côté du plus fort, mais dans le moment précis où Corneille écrivait, l'aristocratie avait plus de penchant à rappeler les devoirs du souverain que ses droits. Le crime dont elle était occupée, c'était celui des rois absolus faisant bon marché de ses prérogatives, le crime d'insoumission où elle ne voulait voir que le désaveu légitime d'une souveraineté injuste, se colorait volontiers de gloire à ses yeux. L'honneur dont Montesquieu fera le principe de tout État monarchique, non corrompu par le despotisme, est fait à la fois dans chaque sujet de fidélité et de dignité, et ne consent à accorder la première que quand la seconde est sauve. Faute de satisfaire à cette exigence fondamentale, on légitime la rébellion. Il serait faux pourtant de croire que la cause du vassal soit partout présentée à cette époque de façon aussi avantageuse que dans le théâtre de Corneille. Les exemples contraires ne manquent pas qui font mieux ressortir par opposition le sens de la magnanimité cornélienne. En 1640 parut une tragédie de Desmarets de Saint-Sorlin, Roxane, où est représentée l'histoire d'Alexandre le Grand et d'un satrape ingrat, Phradates, qui a comblé de bienfaits et qui entre en rébellion contre lui. Tous deux sont amoureux de Roxane, mais tous les droits sont attribués au roi, bien qu'il soit arrivé le second, et l'auteur s'arrange aussi pour qu'il soit le plus sympathique. Il y parvient en imaginant de façon fort invraisemblable que le satrape est jaloux préventivement d'Alexandre, avant même que celui-ci ait rencontré Roxane. Cette défiance injustifiée qui s'accompagne de haine le rend coupable. Il mérite dès lors de perdre Roxane et d'être châtié, ce qui arrive en effet. Il meurt enfin en voulant assassiner Alexandre. Celui-ci tue de sa main un autre conjuré, un grec de sa suite, qui lui a jadis sauvé la vie, et s'écrie en portant le coup: « Il a sauvé son prince, est-ce un si grand bienfait? Il a fait son devoir, qui des miens ne lui fait? Fallait-il concevoir cette rage perfide qui s'attaque à son roi comme un parricide? » Comme Alexandre a pourtant un tardif remords, Roxane, désormais conquise, accourt à la rescousse de la doctrine absolutiste. Quand on sait régner, jamais on ne balance des services rendus contre une grande offense. La pièce est parsemée de maximes de ce genre que Corneille eut réservé à ses traîtres. Desmarets était un des fidèles du cardinal, un des auteurs qui travaillèrent, dit-on, sur son ordre ou d'après ses plans. Faut-il attribuer à l'influence de Richelieu le dessein et l'esprit général de la tragédie de Roxane? On serait bien embarrassé de le dire d'une façon précise, car on ne dispose ici, comme dans la plupart des cas de ce genre, que d'anecdotes et de traditions incertaines. Ce serait pour avoir critiqué Roxane que l'abbé d'Aubignac ne put entrer à l'Académie. Notons pourtant ce son de cloche absolutiste si opposé à celui qu'on entend dans Corneille chez un écrivain incontestablement très attaché et très dévoué, celui-là au cardinal. D'une façon générale, il n'est pas absurde d'imaginer Richelieu préoccupé de l'état d'esprit des lectures et des sentiments du public. Gouvernant à l'encontre du mouvement spontané de l'opinion, il était naturel qu'il fût soucieux de ce qu'il se pensait et qu'il cherchât à le modifier ou à le contrôler. Il ne faut pas oublier que l'opinion, c'est-à-dire l'opinion des gens cultivés, se formait alors dans l'entourage des grands. Le rôle des salons aristocratiques n'était peut-être pas aussi considérable que Saint-Simon, presque un siècle plus tard, veut bien l'écrire, quand il affirme sur la foi d'une tradition sans doute embellie: « L'hôtel de Rambouillet était dans Paris un tribunal avec qui il fallait compter et dont la décision avait un grand poids dans le monde sur la conduite et sur la réputation des personnes de la cour, autant pour le moins que sur les ouvrages qui s'y portaient à l'examen. » Richelieu pouvait malgré tout s'en préoccuper. Si l'on en croit Segré, il dépêcha son agent Boisrobert à la marquise de Rambouillet pour la disposer à informer le cardinal de ce qui se dirait chez elle. Une tentative analogue nous est racontée par Tallemant des Réaux, autre contemporain, qui conclut qu'elle fut vaine. Le désir de contrôler l'opinion et la production littéraire apparaît de même dans la fondation de l'Académie, s'il est vrai que le caractère officiel fut imposé par voie d'autorité aux réunions privées des premiers académiciens.
Pélisson, dans son Histoire de l'Académie, décrit ingénument la réaction du public à l'initiative de Richelieu. Les gens appréhendaient que cet établissement ne fût un nouvel appui de sa domination et que ce ne fussent des gens assez gages payés pour soutenir tout ce qu'il ferait et pour observer les actions et les sentiments des autres. Si Pélisson, dont le témoignage est tardif, dit vrai, le public grossissait démesurément les intentions de Richelieu, mais enfin l'Académie devait servir les vues du gouvernement et celles du ministre. Elle était à peine créée qu'elle en fit l'expérience dans l'affaire du Cid. Quels qu'étaient les motifs exacts de l'animosité de Richelieu à l'égard de cette tragédie, le succès du Cid dans le public et sa censure par le ministre apparaissent en fin de compte comme un épisode particulier d'un conflit plus vaste et plus latent entre l'opinion et celui qui incarnait face à elle l'autorité absolue. L'œuvre de Corneille ne touche pas seulement à la politique par le caractère des valeurs morales qu'elle met en jeu, elle s'organise tout entière comme un vaste drame politique où se réfléchissent avec toute l'intensité symbolique du drame les oppositions de force, les heurts de pensée et d'arguments qui agitent la vie des États à cette époque. C'est à tort que le style sentencieux et l'éloquence parfois conventionnelle qui enveloppent cet aspect de l'œuvre ont fait dire que la politique cornélienne n'est et ne pouvait être que de la rhétorique. Brunetière, étude critique. Sans doute Corneille n'est pas arrêt, il n'a pas pratiqué ce qu'il représente, cardinal de Ré. Il ne connaît des affaires que ce que le public aime à s'en imaginer, de grands intérêts, de grandes actions et de grandes maximes. Mais la façon dont le public voit la politique est elle-même une importante partie de la politique. C'est précisément parce qu'il a un rôle privilégié dans ce domaine de l'opinion que l'écrivain, même éloigné de l'action, y participe. La rhétorique de Corneille n'est pas séparable de l'opinion vivante de son temps. Elle interprète, suivant les goûts et les pensées du public, des situations dont la vie a fourni le modèle. Il ne faudrait pas sans doute se représenter Corneille comme un partisan, ni voir en lui le défenseur conscient de la cause des grands. D'abord, une pareille netteté de position ne se concevait pas à son époque. On n'était pas d'un parti. Plus exactement, ce qu'on appelait un parti n'était pas comme aujourd'hui un groupement aux frontières marquées avec ses conceptions et ses hommes. Il y avait des intrigues de personnes et des clientèles privées variables comme le jeu politique lui-même. Si les grands eux-mêmes vont et viennent de la cour à la rébellion, et dans la rébellion d'un clan à l'autre, poussés plus souvent par l'intérêt du moment que par des vues politiques suivies, comment imaginer que Corneille, homme sans importance et éloigné des affaires, puisse être plus conséquent ? Il acceptera volontiers lors de la captivité du duc de Longueville, un des chefs de la Fronde, de prendre possession en Normandie d'une charge qu'on venait d'enlever à un fidèle du duc. Il saisit cette occasion comme les plus illustres des princes et des ducs rebelles en saisirent de plus grandes. Par définition, tout tournait dans la politique et les mœurs aristocratiques autour des intérêts particuliers. La versatilité est parmi le caractère les plus généraux de l'époque. Les poètes y participaient dans leur domaine, mettant leur gloire à briller de toutes les façons, disant tout ce qu'on voulait leur entendre dire sans qu'on les tînt pour vraiment responsables de ce qu'ils disaient. C'est miracle déjà que l'œuvre de Corneille soit aussi constamment hostile à l'esprit du despotisme. Cette unité de sentiment était rare et elle repose sans doute sur un penchant profond de son caractère que nous savons avoir été glorieux et susceptible. Cependant, la versatilité générale n'empêchait pas une certaine tendance de sentiment et de pensée de dominer dans l'ensemble du public, surtout chez les grands et leurs admirateurs. C'est cette tendance générale que l'œuvre de Corneille exprime en même temps que l'inclination particulière de son auteur. D'ailleurs, l'esprit d'intrigue, le jeu intéressé des ambitions ont leur place, qui est loin d'être négligeable dans le théâtre de Corneille. Ce sont des intrigues de cabinet qui se détruisent les unes les autres, dit Corneille lui-même de sa tragédie d'Othon. Sans mettre dans ce propos aucune intention péjorative, si l'on veut savoir à quel point le public admirait les machinations savantes qu'on lise Cardinal de Ré, son cynisme ne s'expliquerait pas si les lecteurs n'y avaient vu la forme naturelle de l'esprit politique. L'aristocratie éprouvait depuis toujours un certain penchant à chercher la grandeur dans le mépris des scrupules, dans l'exercice incontrôlé du droit de la guerre, qui justifie aussi bien
si l'on y songe, l'usurpation que la conquête et la ruse que la force. La Fronde a connu cette race de gentilshommes cyniques qui plaçaient la politique comme ils se plaçaient eux-mêmes, au-dessus de toute règle, libertins au sens du temps et aussi dédaigneux de la vertu que de la canaille. Cardinal de Retz n'est pas trop loin de ce type. Ajoutons que par tout ce qu'il contient précisément d'amoral, l'esprit noble contient en germe et justifie l'absolutisme. Que le bras du roi saute au-dessus des lois, comment les seigneurs en seraient-ils choqués puisqu'ils réclament pour chacun d'entre eux le même privilège? L'idée d'une volonté suprême, s'exerçant librement et gratuitement d'une majesté que rien ne limite, hante les esprits nobles. Leurs propres rêves de puissance et de gloire se réalisent de tout temps dans la royauté, où ils ont toujours aimé voir quelque chose d'irréductible. L'établissement de l'absolutisme fut grandement facilité par cet état d'esprit. Au fond, le caractère sacré de la personne royale n'avait jamais cessé d'être admis. Aussi, ne doit-on pas s'étonner d'en rencontrer si souvent l'affirmation dans Corneille, qui pense même, avec la Camille d'Horace, qu'il faut chercher l'inspiration directe des dieux chez les rois, de qui l'indépendante et sainte autorité est un rayon secret de leur divinité. Horace. Mais le penchant de l'aristocratie au machiavélisme ou à la divinisation de l'autorité est balancé au temps de Corneille par un penchant contraire. Victimes de la puissance des rois, les grands cherchaient dans la tradition même un contrepoids à des maximes politiques qui jouaient contre eux. Et de fait, le droit du plus fort, du plus rusé, compris abusivement, allait à l'encontre de leurs propres intérêts. Aussi, la critique des maximes d'État et du despotisme, au nom d'une morale généreuse, tient-elle la première place dans l'époque qui nous occupe? L'image du mauvais roi qui mésuse et abuse de son pouvoir, du tyran, comme on disait déjà, est présente d'un bout à l'autre du théâtre de Corneille, dans Cinna, Pompée, Héraclius, Nicomède, Attila, Suréna. Ainsi, l'aristocratie admiratrice et victime à la fois du pouvoir absolu se trouvait dans une position indécise en face de la royauté. Elle eût désiré en même temps que le pouvoir des rois fût sacré et qu'il fût limité. Ne sachant trop comment résoudre la contradiction, on a recours à un stratagème qui concilie le conformisme et la révolte. On s'en prend à un bouc émissaire qu'on imagine responsable de tous les péchés d'une royauté par elle-même innocente. C'est le mauvais conseiller du roi, le scélérat qui a surpris l'esprit du monarque ou flatté ses mauvais penchants. Les habits de pouvoir du monarque sont la conséquence de ses pernicieux conseils. On prétend défendre contre lui l'indépendance et la souveraineté sacrée de la personne royale. Voulant dire au roi « régnez moins fort », on feint de lui dire « régnez tout à fait, débarrassez-vous de votre mauvais démon ». D'ailleurs, l'introduction de cette tierce personne n'était pas seulement commode pour les besoins de la polémique, elle correspondait à une réalité. Les rois de France s'étaient de tout temps entourés de conseillers privés, auxiliaires dévoués de leur visée absolutiste. Ceux-ci avaient toujours encouru la haine de l'aristocratie qui, détestant en eux l'organe de son abaissement, feignait de les rendre seuls responsables des crimes dont elle n'osait charger le roi. Un théoricien anti-absolutiste de la Fronde, Claude Joly, tout en affichant un respect religieux des rois, s'en prenait à la malice de leurs favoris et ministres. L'autorité royale, disait-il, a été usurpée par ces ministres qui n'ont laissé à leur maître que le seul nom de roi. On saisit l'importance des scélérats cornéliens, ces suppôts cyniques du despotisme ne sont pas chez Corneille des créations conventionnelles. Leur rôle est capital dans le drame, comme dans la réalité qu'il représente. Le monarque pusillanime, les ministres qui le conseillent mal, la cour enfin sont dans la tragédie de Corneille, le milieu où se trament les fourberies et les trahisons. La morale la moins généreuse y règne sans partage, formant comme l'antithèse ténébreuse des vertus qui brillent partout ailleurs. C'est l'envers de la magnanimité cornélienne. Au lieu du courage, la lâcheté, au lieu de la générosité, la cruauté. Car tel est d'un tyran le naturel infâme, s'il ne craint, il opprime, et s'il n'opprime, il craint. Héraclius. Une reine criminelle invoque comme la déesse tutélaire de son trône la haine dissimulée. Digne vertu des rois, noble secret de cour, Rodogune. Une autre reine scélérate craint,
alors qu'elle intrigue pour son fils, que celui-ci ne conçoive mal qu'il n'ait fourbe ni crime, qu'un trône acquis par là ne rende légitime Nicomède. Et quand elle voit sa crainte fondée, elle prédit à ce même fils: le temps vous apprendra par de nouveaux emplois quelle vertu il faut à la suite des rois. Il est sans exemple dans Corneille que l'esprit de cour soit dépeint sous des couleurs flatteuses. Le Félix de Polyeucte, vieux courtisan aveuglé par sa propre bassesse, prend pour un piège destiné à éprouver sa fidélité à l'empereur la prière généreuse que lui fait Sévère d'épargner Polyeucte. Je sais des gens de cour quelle est la politique, j'en connais mieux que lui la plus fine pratique, Polyeucte. Parcourant en sens inverse le chemin de la magnanimité, l'esprit de cour va au solide, aux dépens du glorieux, y tient la foi pour le fantôme chimérique. Seigneur, quand par le fer les choses sont vidées, la justice et le droit sont de vaines idées, et qui veut être juste en de telles saisons, balance le pouvoir et non pas les raisons. La justice n'est pas une vertu d'État. Quand on veut être juste, on a toujours à craindre, et qui veut tout pouvoir doit oser tout enfreindre. Pompée, c'est le conseiller du roi d'Égypte qui parle à son maître. Ce sont là les maximes d'État introduites par l'absolutisme et que les traîtres de Corneille développent d'ordinaire, cependant que ces héros les flétrissent.